Voilà. Si, ça y est. Tiens, le mien marche. Donc, mesdames, messieurs, bienvenue pour ce débat sur le bilan annuel de l'application des lois. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les présidents, madame la secrétaire générale du gouvernement, mes chers collègues, la mise en application des lois n'est pas une option. Une loi, si belle soit-elle, ne sert strictement à rien sans ses textes d'application. Elle n'est qu'une intention et pas une traduction. La loi forge des droits, son inapplication les bloque. Pire, l'absence de parution des décrets nécessaires à l'ouverture des droits crée un sentiment d'incompréhension, d'insécurité juridique, voire de frustration pour tous ceux qui attendent impatiemment de bénéficier des nouveaux dispositifs votés par le Parlement. Alors allons-y. Comment expliquer aux sapeurs-pompiers volontaires qu'ils ne peuvent toujours pas valider leur trimestre de retraite afin de compléter leur carrière professionnelle en l'absence du décret d'application sur la bonification des trimestres prévu par la loi de finances rectificative de la Sécurité sociale du 14 avril 2023. Et ce n'est pas faute d'avoir interpellé le gouvernement. J'ai recensé au moins 19 questions au gouvernement, écrites ou orales sur tous les bancs. Comment faut-il le dire ? Qui est donc responsable de cette obstruction? Comment expliquer à certains patients qu'ils risquent d'être confrontés à une rupture de traitement en l'absence d'entrée en vigueur du régime de prise en charge dérogatoire pour les médicaments en fin d'accès précoce prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024? L'absence de publication des mesures d'application d'une loi tend finalement à conférer aux décrets et aux arrêtés une valeur plus importante que celle qui est attribuée par la hiérarchie des normes, puisque l'attente de leur parution bloque la mise en œuvre d'une disposition législative. L'enjeu de ce bilan va donc bien au-delà du commentaire annuel d'un taux global d'application des lois. C'est celui de la crédibilité politique de faire coïncider nos annonces et nos actions. C'est pourquoi le Sénat ne veut pas se contenter d'être un comptable censeur une fois par an. Notre Assemblée s'est plutôt engagée depuis plus de 50 ans dans un exercice de service après vote, recensant et évaluant l'ensemble des mesures, décrets comme arrêtés, prévus ou non, mais toujours nécessaires à la bonne application de la loi. Sur ce point, le Sénat peut se féliciter d'avoir été entendu sur la prise en compte par le secrétariat général du gouvernement des arrêtés prévus dans le décompte des mesures d'application, et je vous en remercie. Le suivi aiguisé accompli par l'ensemble des commissions permanentes, ainsi que par leurs rapporteurs respectifs, dont je salue la qualité des travaux, recense non seulement l'ensemble de ces mesures, mais dresse également un bilan qualitatif de la mise en œuvre des lois rapportées pour éventuellement en proposer des évolutions. Ainsi, un des dispositifs de la loi Climat et Résilience concernant les ZFE a fait l'objet d'une mission d'information conduite par la Commission de l'aménagement du territoire. Le rapport d'information publié à ce titre a non seulement anticipé sur les risques d'un déploiement trop brutal du dispositif, mais aussi contribué au débat législatif sur le sujet. La Commission des affaires sociales a, avec l'aide de la Cour des comptes, entrepris d'évaluer les missions de l'Agence de la biomédecine telle que redéfinie par la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique. La Commission des lois a quant à elle dressé un constat sévère de la mise en œuvre des différentes dispositions de la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République. J'en viens maintenant plus spécifiquement à la session 2023-2024. Les taux et les délais constatés viennent malheureusement illustrer mon propos liminaire. 51 lois, hors convention internationale, ont été promulguées sur la période, dont 21 d'application directe et 30 avec mesure d'application. Je constate, Monsieur le Ministre, qu'au 31 mars 2025, seules 4 lois étaient devenues totalement applicables et que 26, donc, attendaient toujours la parution de 269 mesures réglementaires. Devrais-je dire, des millions de personnes attendaient la parution de ces décrets et arrêtés. Que dire dans ces conditions aux 13,3 millions de Français en mobilité précaire qui n'ont pu bénéficier du dispositif de la loi sur le réemploi des véhicules du 5 avril 2024
en l'absence d'un décret d'application. Cette loi restera lettre morte car la prime à la conversion, sur laquelle repose l'intégralité du dispositif, a été abrogée par décret en novembre 2024. Ces 269 mesures en attente de parution représentent également un flux qui vient s'ajouter au stock des mesures attendues, issues des lois votées à l'occasion des précédentes sessions. On peut donc craindre avec le temps un effet boule de neige néfaste. Le retard tend toujours à s'accumuler au détriment des bénéficiaires des dispositions votées. Ils sont en effet nombreux, les serpents de mer législatifs, qui continuent de naviguer dans la zone grise d'application partielle des textes, et certains ont plus de 40 ans. Je n'en citerai que quelques-uns relevant des compétences de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Les lois économie bleue, biodiversité, montagne, T3P de 2016, la loi LOM de 2019, AGEC de 2020, climat et résilience de 2021, réduire l'empreinte environnementale du numérique en France 2021, la lutte contre le risque incendie de 2023 et APER de 2023. En ce qui concerne le taux d'application global de la session 2023-2024, celui-ci s'établit à 59% en comptant les mesures différées. Il a donc atteint un niveau particulièrement bas en se contractant de 5 points par rapport à la précédente session. Hors mesures différées, il atteint 62%. Nous sommes toujours bien loin des taux de 80% des années 2017 à 2019. L'application des lois est une obligation juridique à forte résonance politique. Or, elle a été une victime collatérale de l'instabilité politique constatée en 2024. La gestion des affaires courantes par les gouvernements démissionnaires à l'issue de la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024 et de l'adoption de la motion de censure le 4 décembre 2024 a eu raison des élans ministériels visant à mettre en œuvre les textes votés. Cet usage républicain restreint considérablement le champ d'action gouvernementale à la gestion de la continuité de l'État et des services publics. Le circuit de validation des mesures d'application par les ministères et les cabinets ministériels ont donc été fortement perturbés. Encore que tout ce temps aurait peut-être pu être mis à profit autrement. Mais l'aspect conjoncturel particulier de la session 2023-2024 ne saurait toutefois occulter le caractère structurel et récurrent de la fragilité du processus de l'application des lois. Plusieurs facteurs y contribuent, tels que les circuits de validation, les consultations obligatoires et les contraintes techniques et juridiques. Il est vrai qu'un texte en cours d'examen concentre toujours plus d'attention qu'un texte voté. Un intérêt chasse si vite l'autre que les textes adoptés hier quittent l'actualité pour être immédiatement relégués dans cette zone grise des textes partiellement applicables. Cela me conduit à évoquer la question des lois adoptées après engagement de la procédure d'urgence. Pas moins de 78% des lois votées sur la session ont été adoptées en urgence. Toutefois, le recours à cette procédure, qui est censée être exceptionnelle, semble sans incidence sur le rythme de la prise des mesures d'application. Le taux moyen d'application de ces lois n'est que de 55%, soit 4 points inférieur au taux moyen global. Le gouvernement ne semble donc pas s'astreindre à la célérité qu'il impose au Parlement. Et donc, plus c'est urgent, moins cela suit. Quant à la mise en application des mesures issues de propositions de loi, leur taux d'application reste médiocre. Il se fixe à 46%. Cet écart de 13 points avec le taux global moyen, toutes lois confondues, interroge, même si les mesures réglementaires contenues dans les propositions de loi sont par définition plus difficiles à anticiper pour le gouvernement. Cette application des lois à deux vitesses est d'autant plus incompréhensible que ces lois n'ont concentré que 17% du total des mesures attendues. Le taux de remise des rapports au Parlement constitue également, Monsieur le ministre, un autre point d'inquiétude. Un seul rapport sur 12 a été remis au Sénat lors de la session 2023-2024, alors que notre Assemblée se contraint à ne faire usage de ces demandes qu'avec la plus extrême parcimonie. La Commission des affaires économiques n'a malheureusement pas pu disposer du rapport sur les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de 10 ans.
Or, le contenu d'un tel rapport aurait été utile à la rédaction de la proposition de loi sur la trajectoire de réduction de l'artificialisation. Quant au rapport d'application des lois, censé être remis dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur d'une loi, seuls 41% d'entre eux ont été transmis au Parlement sur 2023-2024. C'est évidemment trop peu. Le dernier point de ma présentation porte sur les délais de parution des mesures d'application. Le gouvernement s'est fixé comme objectif un délai de 6 mois pour prendre les mesures nécessaires. Les délais de publication des décrets et arrêtés ont malheureusement été impactés par la conjoncture politique en 2024. Le délai moyen de publication est de 7 mois et 24 jours. Il augmente de plus de 2 mois par rapport à la session précédente. Encore une fois, nous sommes loin des délais de 4 et 5 mois affichés dans les années de 2017 à 2019. La situation des mesures issues des lois adoptées après engagement de la procédure accélérée est particulièrement alarmante. Le délai moyen est plus long que le délai global, toutes lois confondues. 8 mois et 8 jours. Mais alors, pourquoi engager la procédure accélérée ? Seules les lois d'initiative parlementaire ont vu leur délai d'application légèrement s'améliorer, avec un délai moyen de 6 mois et 30 jours. Je rappelle toutefois que leur taux d'application est médiocre. En conclusion, les enjeux de l'application des lois sont tels qu'on ne peut se satisfaire de taux avoisinant les 60% depuis les années 2020. Le problème est ardu et requiert une vision transversale du processus législatif, car la question de l'application des lois se pose dès l'élaboration des dispositions législatives. Nombre, qualité et calendrier sont les clés d'une meilleure mise en application des lois. Nous sommes tous concernés, le gouvernement comme le Parlement. C'est pourquoi je plaide pour un renforcement du dialogue avec vous, Monsieur le Ministre, et bien sûr avec le secrétariat général du gouvernement qui orchestre le rythme de publication des mesures réglementaires afin de ne pas attendre 1 an pour déplorer des retards irréversibles. Je me tiens à votre disposition pour accroître les échanges et, je l'espère, trouver une méthode constructive au service des textes les plus attendus des Français et du respect dû au Parlement. Je vous remercie. Alors, chers collègues, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire générale du Gouvernement, pour la bonne organisation de la réunion, donc je suggère à présent de donner la parole successivement donc aux ministres délégués auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement, que je remercie à nouveau d'avoir accepté cette invitation. Ensuite, à Madame Claire Landais, secrétaire générale du gouvernement, dont les services ont été, comme chaque année, d'une aide particulièrement précieuse pour préparer notre rapport annuel. Et je donnerai ensuite la parole aux présidents de groupe ou à leurs représentants pour 2 minutes chacun. Et nous commencerons par le président Raynal, qui a un impératif horaire. Par les présidents de commission, pardon. Oui, j'ai dit aux présidents de groupe. Non, non, effectivement. Oui, pardon. Ensuite, les présidents de commission, tout à fait, en commençant pour le coup par Christophe-André Frassat, représentant la présidente de la commission des lois qui est actuellement retenue en séance publique, puis Madame la présidente Estrosi Sassone, Pascal Gruny, Jean-François Longeau, le président Raynal, je l'ai dit au départ, Jean-François Rapin, Laurent Lafont, comme vous le souhaiterez, il n'y a pas de souci. Et ensuite, les présidents de groupe ou représentants qui le souhaitent, et puis les questions des collègues. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les Sénateurs. Merci beaucoup pour le ton exigeant et bienveillant qui vous caractérise, mais en effet exigeant, et c'est parfaitement légitime, puisque ce qui se joue là, c'est évidemment pas un sujet uniquement technique, mais c'est un sujet éminemment politique, parce qu'on sait à quel point, non seulement le respect dû au Parlement, mais les incompréhensions et les frustrations de nos compatriotes peuvent s'exercer si le taux d'application des lois ne s'améliore pas, et ne s'améliore pas rapidement, tant il est vrai que dans une société aussi médiatisée que la nôtre, parfois l'effet d'annonce médiatique
vaut adoption et en tout cas crée des attentes de concrétisation sur le terrain, et que si nous ne parvenons pas à améliorer ensemble ces objectifs d'application, je crois que c'est la vie publique en général qui pourrait en pâtir. Donc je retiens d'emblée la proposition que vous avez faite d'un dialogue plus régulier. C'est exactement ce à quoi nous nous sommes astreints au ministère des Relations avec le Parlement, dans un dialogue également régulier avec l'ensemble des directeurs de cabinet des ministres, qui a commencé à porter ses fruits. Puisqu'en effet, vous l'avez souligné, le taux d'application de la session 2023-2024 était en baisse par rapport à l'année dernière. Au 31 mars 2025, vous l'avez rappelé, le taux d'application des lois publiées était de 63% contre 69% à la même date l'an passé. Depuis lors, est-ce une coïncidence face à la convocation que vous m'avez adressée, Madame la Présidente, le taux d'application a connu une nette amélioration ces dernières semaines. Et en prenant en compte les textes adoptés depuis fin mars, le taux atteint désormais 70%. Malgré cette accélération, le gouvernement est conscient de sa marge de progression. Cette tendance à la baisse de l'application des lois depuis quelques années n'est en effet pas satisfaisante. Et le gouvernement est bien déterminé à améliorer cette situation pour donner une portée concrète aux travaux du Parlement. Cette tendance à la baisse s'inscrit dans un contexte de production normative d'origine parlementaire en hausse, et même en forte hausse. Les mesures d'application d'origine parlementaire représentaient un peu plus d'un tiers des mesures d'application dans la 15e législature. Aujourd'hui, c'est la moitié de ces mesures. Et le retard observé s'explique en partie par l'augmentation tendancielle des renvois au règlement introduits au cours de la navette parlementaire, qui représentent désormais plus de la moitié des mesures à prendre. Et évidemment, les administrations en charge ont peine à les anticiper. Cette baisse du taux d'application s'explique aussi par la très forte concentration des mesures à prendre sur un nombre réduit de services. Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles porte à lui seul près de la moitié des mesures d'application de la 16e législature, et la direction de la Sécurité sociale porte à elle seule 1/5 du total des dites mesures. Surtout, cette dégradation de la situation s'explique, vous l'avez souligné, Madame la Présidente, par les périodes affaires courantes et la censure du gouvernement au cours de la session 2023-2024. En période d'affaires courantes, le gouvernement ne pouvait prendre que des textes d'application purement techniques, qui se sont avérés être en nombre réduit, et les arbitrages politiques ont dû être retardés. La censure du gouvernement en 2024 a aussi décalé l'adoption de la LFSS pour 2025, ce qui a perturbé le calendrier de travail de la direction de la Sécurité sociale, qui, je le rappelais, porte un très grand nombre de mesures d'application. Le gouvernement n'a pas ménagé ses efforts pour répondre rapidement à la dégradation de la situation, alors que le comité interministériel d'application des lois ne se réunit en général qu'une fois par an. Nous l'avons réuni 2 fois en moins de 6 mois, en novembre 2024 puis en mars 2025. Et ces SIAL ont porté leurs fruits puisque 80 mesures ont été prises en décembre 2024 après le premier SIAL et 21 mesures supplémentaires ont été prises en avril 25 après le second. Et le gouvernement est aussi parvenu à réduire l'écart d'application entre les PJL et les PPL par rapport à l'année précédente au 31 mars 2025. Si l'écart de 19 points entre le taux d'application des PJL, 67%, et des PPL, 48%, reste important, il s'est réduit par rapport à celui de l'année dernière qui était de 25 points. Cet effort de réduction est d'autant plus notable que la part des PPL dans les total des projets de loi promulgués a considérablement augmenté, 30 PPL et 21 PJL pour la session 2023-2024. Par ailleurs, en tenant compte de l'origine des renvois à des textes introduits par le gouvernement ou des parlementaires, l'écart n'est que de 6 points sur l'ensemble des lois de la 16e législature. Le gouvernement ne fait donc aucune discrimination envers les mesures introduites par les parlementaires. Le taux d'application des lois adoptées après engagement de la procédure accélérée se stabilise. Se stabilise signifie bien qu'on a de vraies marges de progression, je relève bien votre observation. Le taux d'application des lois adoptées en procédure accélérée, 58%, est plus élevé que l'année dernière, qui était de 53%. Par ailleurs, l'augmentation du recours à la procédure accélérée répond à une forte demande du Parlement. 40 lois en procédure accélérée contre seulement 11 lois en procédure de droit commun. Ce qui explique aussi que parfois, même en procédure accélérée, le gouvernement peine à établir les décrets d'application. Comme le gouvernement s'y était engagé devant le Sénat, le secrétaire général du gouvernement suit désormais les arrêtés, vous l'avez souligné également, d'application des lois, pour répondre à une demande ancienne et légitime du Sénat. Le SGG a intégré les arrêtés dans ses exercices de programmation et de suivi d'application des lois. Et pour la première fois cette année, le gouvernement est en mesure de présenter des statistiques détaillées sur l'application des lois par arrêté lors du bilan annuel du Sénat sur l'application des lois. Et pour les lois de la 17e législature, les arrêtés et décrets d'application seront suivis sur un même plan.
Quant à la remise des rapports, elle reste en effet insatisfaisante. Le taux de réponse aux demandes formulées par le Parlement est de 19% pour la session 2023-2024, contre 35% pour la session précédente. En revanche, la remise des rapports d'application des lois s'est stabilisée à 41% pour cette session, contre 42% pour la session de l'année dernière. Je vais donc laisser la parole à Madame Landais, en vous priant de croire, et nous allons l'établir ensemble, que désormais c'est plus régulièrement que nous allons travailler et qu'ainsi je pourrai vous rendre des comptes que j'espère plus positifs. Je m'en réjouis, Monsieur le Ministre, merci. Madame la secrétaire générale du gouvernement, je vous en prie. Madame la Présidente, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir conviée. Merci beaucoup d'avoir salué le travail de mes équipes. Je me permets de saluer le travail des vôtres parce que je crois qu'effectivement, les relations entre nos services sont très étroites, fluides et que ça nous aide collectivement à remplir nos missions. Je veux juste vous dire au nom de l'administration qu'on est conscient, même si les chiffres et les résultats ne sont pas satisfaisants. Enfin, il n'y a aucune volonté de ne pas faire. Et pour autant, vous le soulignez, il y a des progrès à réaliser. C'est souvent des questions de priorité, parce que comme vous le signalez, le fait que certains textes reviennent, notamment de façon annuelle, font que les administrations travaillent sur le PLFSS ou le PLF, par exemple, et ont plus de mal à prendre les textes d'application des textes des éditions annuelles antérieures. Peut-être, si vous me le permettez, je vais être rapide parce que beaucoup de choses ont été dites, mais juste vous rappeler en 2-3 mots notre méthodologie pour vous montrer qu'on essaye de scander le travail des administrations. Donc peut-être en termes de méthodologie, d'abord, ce qui est très rassurant, c'est qu'aujourd'hui, on travaille sur les mêmes chiffres, vous et nous. Donc vous l'avez dit, il y a ce sujet des mesures différées que nous n'intégrons dans nos compteurs qu'une fois que la disposition est censée entrer en vigueur, et donc on compte les 6 mois à partir de ce moment-là, donc un moment où le législateur donne le go, mais enfin on est tout à fait au clair sur nos tableaux respectifs, donc ça nous aide bien. Et par ailleurs, pour vous expliquer notre méthodologie interne au gouvernement, en fait notre mécanique, c'est que dès qu'une loi est promulguée, nous convoquons une RIM. Je dis nous, d'habitude les RIM sont évidemment convoquées par le cabinet du Premier ministre et avec l'aide du SGG. Là, c'est presque un peu le SGG qui est plus à la manœuvre, parce que c'est une obligation dont on sait qu'elle est automatique, et donc on peut prendre nous-mêmes l'initiative de convoquer la réunion interministérielle, et on la convoque sur la base d'un tableau que mes équipes ont préparé, où elles ont lu l'ensemble de la loi, repéré tous les renvois à des mesures d'application, et donc dressé la liste de ces mesures à prendre. On convoque les ministères intéressés en leur demandant, et on a récemment remis un peu d'insistance sur ce sujet, d'avoir des niveaux de représentation par les administrations qui soient suffisants pour qu'on ait des réponses sur le siège, et plutôt qu'on nous dise on vous répondra dans 2 jours. Voilà. Parfois d'ailleurs on passe en présentiel parce que c'est plus facile de nous... c'est moins facile de nous dire on reviendra vers vous en présentiel que par téléphone. Bref, on utilise tous les moyens à notre disposition pour que nos commandes portent. Donc cette RIM permet que les ministères s'engagent sur un calendrier, nous rappelle aussi les consultations obligatoires, les notifications potentielles à la Commission européenne qui peuvent expliquer parfois en partie des retards dans la prise de certains textes d'application. À la fin de cette RIM, on dresse, et puis surtout la direction porteuse. Donc c'est quand même assez... la responsabilité des retards est imputable à une direction pour ne pas que la responsabilité se dilue. À partir de ces tableaux qu'on met à votre disposition pour être parfaitement transparent sur nos calendriers, on vérifie au bout de quelques semaines si les choses ont progressé. Si elles n'ont pas suffisamment progressé, on peut reconvoquer des réunions interministérielles qui ont le même effet magique que la convocation, l'organisation d'un débat ici, de faire parfois accélérer un peu les choses. On vous tient évidemment au courant des taux d'application au fil de l'eau, mais évidemment on sera à votre disposition s'il faut rendre les relations plus étroites. Sur
Sur les motifs des retards, je n'y reviendrai pas parce que vous l'avez amplement dit beaucoup mieux que moi, mais effectivement, la période d'expédition des affaires courantes, la concentration sur certains ministères, voire sur certaines directions, voire sur certains bureaux des ministères, on a essayé de leur proposer des solutions avec des aides de rédacteurs, notamment de missions d'appui des inspections ou du Conseil d'État. Là, on a fait ça vis-à-vis de la DGOS qui a permis de débloquer certains textes qui étaient en souffrance. Donc on va essayer de multiplier aussi ces petites missions d'appui rapides pour débloquer certains textes. On essaye d'utiliser toutes les enceintes possibles. Donc moi, je réunis comme SG les secrétaires généraux des ministères tous les mois. Et donc à chaque fois, je fais le rappel de où on en est. Voilà. Et toutes les occasions sont bonnes de rappeler les retards sur certains textes. Et on a développé des outils numériques de plus en plus pédagogiques et ergonomiques pour que chacun puisse se rendre compte de ses scores et progresser. Voilà. Peut-être, un mot complémentaire d'une des raisons aussi qui fait que le score de cette année est moins bon que celui de la session précédente, en plus de ce qu'on a dit sur les effets des affaires courantes. En fait, il y a eu par ailleurs un effet de volume, c'est-à-dire qu'il y avait 569 mesures à prendre sur cette session, alors qu'il n'y en avait que 413 l'année dernière. Donc il faut aussi évidemment tenir compte du volume. Le taux est une chose et il faut évidemment l'augmenter, mais enfin c'est plus dur à atteindre quand on a ce type d'écart entre deux sessions, et ça a compté aussi cette année pour expliquer les difficultés. Très bien. Merci, Madame la Secrétaire générale du gouvernement. Donc, je vais maintenant donner la parole au président de commission ou à leurs représentants. Et puis, vous pourrez répondre conjointement, si vous le souhaitez. Donc, je donne la parole au président de la commission des finances, président Reynal. Merci, Madame la vice-présidente. Monsieur le ministre, Madame la secrétaire générale, mes chers collègues, pour ce qui concerne la commission des finances, le taux de mise en application continue de baisser, atteignant hors mesure différée 79% contre 87% il y a 2 ans. Cette tendance peu favorable à l'application des lois que nous votons mérite de nous alerter, d'autant que le délai moyen de publication des mesures a, lui, parallèlement fortement augmenté. Seule la moitié des mesures ont été publiées avant le délai de 6 mois prescrit par circulaire, contre 74% la session précédente. La tendance n'est donc pas bonne. Alors, j'ai fait un rapport, évidemment, devant la commission plus important, mais je concentrerai pour l'instant mes questions, Monsieur le ministre, sur des mesures souhaitées par le Parlement, c'est pour illustrer, mais qui ne sont pas mises en œuvre, faute de mesures réglementaires prises par le gouvernement. Tout d'abord, dans la loi de finances pour 2024, le Sénat a été à l'initiative de l'affectation annuelle aux communes et aux départements de 2 fractions du produit de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance pour environ 50 millions d'euros chacune, afin de financer l'entretien de leur voirie. C'est un sujet qui revient régulièrement. Tant le décret d'application que le versement aux collectivités se font encore attendre, alors même que la tentative du gouvernement d'annuler rétroactivement cette affectation lors de l'examen de la loi de finances pour 2025 a été rejetée par le Parlement. Confirmez-vous donc, Monsieur le ministre, la mise en œuvre prochaine de cette disposition et pouvez-vous nous en dire plus sur les critères de répartition? Alors, je lirai votre réponse parce que je ne serai pas là pour l'entendre, donc c'est toujours désagréable, je le comprends. Que quoi? C'est bien. Merci, Monsieur le ministre. Finalement, je vais encore poser des questions. Alors, avec un tel succès. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour rappeler que depuis 3 ans, la Commission fait voter en loi de finances rectificative ou de fin de gestion des crédits, c'est toujours dans le même esprit, consacrés à un fonds route en faveur des collectivités territoriales. Alors, cette enveloppe est systématiquement annulée, reportée ou réorientée, sans être jusqu'à présent utilisée selon la volonté du législateur. Même réponse? Même réponse. Fabuleux. Je continue. Ça me paraît bien. Aujourd'hui, tout va bien.
Je profite. Alors, Non, dans la non, mais même comme veine... vous allez partir, Monsieur le Président, en fait, vous avez vu la difficulté sur les voiries, c'était une difficulté qu'on connaît tous sur les intercos, et en fait, c'était la difficulté d'identification sur ce qui relève de la commune et ce qui relève de l'interco sur les longueurs de voirie. Voilà, c'était ça la technique, le point technique qui bloquait. Donc le décret sera mis en consultation avec les associations d'élus d'ici la fin de l'année. Merci. Puis c'est bien de le savoir quand on a du retard, effectivement. Dans la même veine, la loi du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d'un démembrement, c'était le titre de la loi, appelait à un unique décret devant déterminer la part du capital d'EDF devant revenir à l'actionnariat salarié. 1 an après, il n'a toujours pas été pris. Même réponse favorable. Aïe. Allez au bout des questions, puis Monsieur le Ministre répondra. Mais comme il s'était amusé, bon, voilà. Il s'était lancé. Absolument, même réponse, mais vous savez qu'entre-temps, l'État étant monté à 100% du capital, on est en train de déterminer quelle va être la part des salariés, qui toutefois sont bien intéressés, c'est-à-dire dans l'esprit du législateur, on est bien respectueux de ce qui avait été décidé par le Parlement. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Enfin, et puis je termine là, Madame la Présidente. Enfin, je finirai en soulignant le fait que parfois on vote des mesures présentées par le gouvernement comme essentielles et urgentes, sans qu'elles ne soient finalement mises en œuvre. Bon, ça c'est pour l'anecdote. J'ai en tête la réserve douanière qui devait être mise en place avant les JO 2024 et qui ne le sera peut-être jamais. Je vous remercie. Oui, donc ce dernier exemple, le président... Ah oui, quand même, celle-ci. Cette réserve douanière urgente pour les JO de 2024 qu'on attend toujours. Voilà. Donc, Monsieur le Ministre, si au-delà des quelques morceaux de réponse que vous avez faits, vous pouvez répondre au président Raynal. Oui, donc pour repréciser, effectivement, il y avait un blocage technique sur la question des voiries. Donc là, les choses seront avancées. Je vous ferai passer l'état des travaux qui ont été réalisés par les ministères concernés. Et sur EDF, là, objectivement, la réponse est oui, mais parce qu'en fait, il y a déjà une application, puisque les salariés d'EDF sont intéressés aux bénéfices. Mais je ne sais pas à quel délai. On va essayer de vous faire passer une réponse rapidement. On ne sait pas à quel délai sera décidée la part d'actionnariat salarié qui sera réservée aux salariés d'EDF. Oui, Madame la Secrétaire Générale, vous voulez compléter? Non, juste sur la réserve douanière, dont je comprends qu'elle vous intéresse. Enfin, il y a un projet de texte qui a été rédigé. C'était compliqué. Parce que c'est multifactoriel. Enfin, il y a plein de dimensions à prendre en compte. Ça va de la formation, des ports d'armes, des missions. Donc, c'est très complet. Et par ailleurs, les douanes voulaient s'inspirer aussi des retours d'expérience sur la police, ce qui me semble assez vertueux en soi. Ça a du coup décalé un peu la rédaction du décret. Mais enfin, on a quelque chose aujourd'hui qui est en train de circuler en interministériel qui devrait pouvoir prospérer. Et donc pour les JO de 2030, ça peut être bon. Bon, je vais passer la parole à Christophe-André Frassat, au nom de la Commission des lois. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire Générale, chers collègues, j'ai 2 petits points à relever au nom de la Commission des lois. Le premier que j'ai bien connu moi-même puisque j'ai été le rapporteur de ce texte, c'est la loi du 13 juin 2024 qui vise à poursuivre la dématérialisation de l'état civil du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui a, parmi ses principales mesures, pérennisé la dématérialisation de la délivrance des copies et extraits des actes d'état civil du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, cette dématérialisation faisant auparavant l'objet d'une expérimentation qui arrivait à échéance en juillet 2024. Or, en conséquence de cette pérennisation, cette loi a abrogé l'article 10 de l'ordonnance du 10 juillet 2019 qui régissait la procédure applicable à cette délivrance dématérialisée. Cette procédure doit donc être redéfinie dans un décret en application de l'article 101-1 du Code civil. Et lors des auditions que j'avais menées comme rapporteur de la Commission des lois, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que le ministère de la Justice, s'étaient tous les deux engagés à transmettre au Conseil d'État et à publier ce décret dans les jours suivant la promulgation de la loi. Donc, on va fêter à 2 jours près 1 an. La transmission de ce décret était censée
à être d'autant plus célère que ce dernier devait reprendre presque in extenso le dispositif de l'article 10 de l'ordonnance du 10 juillet 2019, déjà appliqué sans difficulté majeure par les officiers d'état civil depuis 2019. Et d'après les informations qui m'ont été transmises à la fin du mois de mars 2025, ce décret n'avait presque un an après la promulgation de la loi, toujours pas été transmis au Conseil d'État. Cela signifie donc que depuis le 13 juin 2024, la procédure suivie par les officiers d'état civil du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères se tient sur le fondement d'un article qui n'est plus en vigueur. Alors, pouvez-vous d'une part nous informer d'éventuelles complications juridiques qui auraient pu résulter de ce retard de publication et d'autre part nous assurer que ce décret d'application sera publié maintenant dans les délais les plus brefs. Le deuxième point concerne, lui, la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, qui prévoit en son article 2 la mise en place d'un cadre d'évaluation pour les chefs de cour et de juridiction prenant notamment en considération leur capacité en matière d'administration et de gestion. Alors que cet article est théoriquement applicable depuis le lendemain de la publication en vigueur, puisqu'aucune entrée en vigueur différée n'a été prévue, nous sommes en revanche toujours en attente du décret d'application qui doit notamment préciser la composition du collège d'évaluation des chefs de juridiction, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son intervention et de la participation du magistrat évalué, les critères d'évaluation ainsi que les modalités de recours. Donc ce décret est-il prêt et sa publication peut-elle être espérée dans un avenir proche? J'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Alors en effet, sur la question de la dématérialisation de l'état civil du MAE, il y a une complexité parce qu'il fallait modifier 2 décrets sur les textes relatifs à l'état civil en général et au registre d'état civil électronique. Donc, pour vous répondre précisément sur le calendrier, ces 2 décrets en Conseil d'État sont en cours de rédaction au ministère, en lien avec le ministère de la Justice. Ils seront transmis au Conseil d'État en octobre 2025, après un examen par la CNIL. C'est pour ça qu'on a encore un délai supplémentaire pour une publication à la fin de l'année. Et s'agissant du décret d'évaluation des chefs de cour, là, c'est un texte sur lequel il y a 20 mesures qui ont été prises sur les 21, et c'est la dernière auquel vous faites référence, en effet, puisque le décret qui correspond à votre demande doit être soumis au dialogue social, à savoir des réunions avec les conférences des chefs de cour et de juridiction, ainsi qu'avec les organisations syndicales. À l'issue de ces échanges et de ces consultations, le sujet sera présenté en commission permanente d'études au ministère de la Justice, qui sera chargé de donner un avis sur les problèmes concernant le statut des magistrats de l'ordre judiciaire. Et le texte sera transmis ensuite au Conseil d'État pour une publication, là aussi, d'ici la fin de l'année. Alors, mais je vais passer la parole maintenant, Madame la Présidente Dominique Estrosi Sassone, au nom de la Commission des Affaires économiques. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire du Gouvernement. Alors, dans le court temps imparti, je souhaiterais revenir sur 2 thèmes qui sont très souvent traités par la Commission des Affaires économiques, le numérique et l'énergie. Monsieur le Ministre, je souhaite en premier lieu vous interroger sur le devenir de la loi 2022-309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d'une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinées au grand public. Alors que cette loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2023, elle demeure entièrement inapplicable dans la mesure où ni le décret déterminant son périmètre d'application, ni l'arrêté ministériel fixant le contenu de l'audit de cybersécurité n'ont été adoptés par le gouvernement, alors qu'ils avaient pourtant fait l'objet d'une consultation publique qui avait eu lieu au printemps 2023. D'après nos informations, cette interruption du processus réglementaire s'expliquerait par la crainte que la mise en œuvre de cette loi puisse défavoriser les plateformes numériques françaises et européennes vis-à-vis des plateformes américaines. Pourriez-vous nous fournir des explications sur ce point? Nous souhaitons ou bien que cette loi soit enfin appliquée, ou bien, si et seulement si il est clairement démontré que les effets sont contre-productifs, que son abrogation puisse être envisagée.
Je souhaite également, dans un deuxième temps, aborder les difficultés d'application qui sont posées par certains textes dans le secteur de l'énergie. L'article 17 de la loi Sûreté nucléaire de 2024 est venu réformer le Haut Commissariat à l'énergie atomique. Un décret en Conseil d'État doit en fixer les modalités d'application. 2 décrets avaient été pris par le gouvernement avant même l'examen au Parlement de la loi Sûreté nucléaire. Naturellement, notre commission avait dénoncé ce procédé lors de cet examen. D'ailleurs, le second décret doit aujourd'hui être impérativement modifié dans la mesure où il fait référence à un article L322-4 du Code de la recherche qui, lui, a été abrogé par cette loi. Quand sera-t-il révisé ? Par ailleurs, la loi Nouveau Nucléaire de 2023 prévoit la remise de 8 rapports d'évaluation. Or, ces rapports sont encore manquants, ce qui est très problématique dans la mesure où ils portent sur des sujets majeurs comme la construction de nouveaux réacteurs nucléaires ou encore la prolongation de réacteurs existants. Quand seront transmis ces rapports d'évaluation ? Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Très bien. Madame la Secrétaire générale. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Sur le premier sujet, je ne peux pas vous donner une réponse définitive, mais je crois qu'on s'oriente bien sur la deuxième option, c'est-à-dire qu'il y a ce texte, il pose effectivement des problèmes de conformité avec le droit de l'Union, à la fois avec le principe du pays d'origine du règlement e-commerce, puisqu'il vise, pour éviter justement de pénaliser les acteurs français, des acteurs étrangers. Or, le règlement prévoit que c'est la réglementation du pays d'origine qui doit s'appliquer. Et par ailleurs, il y a un problème de conformité aussi avec le DSA, qui est, comme vous le savez, d'harmonisation globale. Or, le DSA lui-même comprend des dispositions qui d'ailleurs ressemblent à celles qui ont été adoptées par la loi, qui d'une certaine façon a anticipé. Mais il s'agit plutôt, mais on vous le confirmera rapidement, du coup d'abroger cette base légale. Et j'en profite pour dire que moi, je plaide assez régulièrement auprès des ministères pour ne pas garder dans nos compteurs des dispositions dont on sait qu'on n'arrivera jamais à les appliquer. Je me permets de vous dire, et ça me semble assez logique, et c'est aussi par déférence au Parlement, que de temps en temps les administrations sont un peu impressionnées par l'idée de ne pas appliquer et de se dire qu'elles vont plutôt proposer une abrogation, parce que parfois les bases légales sont assez récentes et donc elles se sentent mal à l'aise de proposer des abrogations. Moi, j'avoue que je pousse plutôt dans ce sens-là, parce que je crois préférable de revenir devant le Parlement en expliquant pourquoi on considère que telle base légale n'arrivera jamais à trouver ces textes d'application, plutôt que de les laisser dans nos stocks qui ne vous satisfont pas et nous non plus. Mais en tout cas, en l'espèce, je pense qu'on arrivera à une abrogation. Sur le sujet du HCEA, je comprends très bien que pour le coup, l'anticipation par l'exécutif d'une évolution législative n'a pas été très bien perçue. Il y a un des décrets de décembre 2023 qui se trouve néanmoins être conforme en fait aux évolutions législatives, et donc celui-là, on le garde comme décret d'application. En revanche, vous avez raison, il faut qu'on nettoie la référence à une disposition qui a été abrogée du Code de la recherche, donc on va s'y employer rapidement. Quant à l'ensemble des rapports, alors là, je ne vais pas mentir, je connais moins bien la matière technique, donc je vais me rapporter à mes notes, mais enfin, il y a un certain nombre de rapports qui sont en cours de rédaction. Comme vous l'imaginez, une partie de ces rapports rejoignent complètement les débats autour de la programmation pluriannuelle de l'énergie numéro 3. Et donc, on retrouve certains éléments qui sont en fait dans le débat public, qui ont fait l'objet du débat au titre de l'article 50-1 et de la PPL du sénateur Grémillet sur ces sujets. Et pour un certain nombre d'autres rapports, là aussi, il y a besoin d'attendre en fait des retours d'expérience, par exemple sur les mesures d'accélération de certains types de réacteurs. En fait, on attend de savoir comment les choses se sont passées sur le terrain pour pouvoir vous donner des éléments sur les effets ou pas des mesures d'accélération qui avaient été prévues dans certains projets de loi.
sur l'enfouissement, le rapport sur la circulaire Borloo est en cours de finalisation au sein de la DHUP. Il pourrait être transmis prochainement. Celui sur l'enfouissement des lignes à proximité des réacteurs. Alors, à ce stade, aucune ligne souterraine de 400 kV n'existe. Et donc la faisabilité technique n'est pas acquise. Il y a des études techniques qui sont très poussées à ce stade, en ce moment même, et qui donneront lieu à conclusions qui seront mises dans le rapport, mais on n'est pas encore en état de dresser ces conclusions. Et enfin, sur la poursuite du fonctionnement jusqu'à 60 ans, EDF est en train continue ses travaux techniques d'analyse et en vue d'une prise de position de la SNR sur cette perspective en 2026. Voilà les éléments que je peux vous livrer. Merci. Je donne la parole maintenant à Madame Pascale Gruny, qui représente le président Mouillet au nom de la Commission des Affaires sociales. Merci Madame la Présidente. Alors, pour avoir été auparavant à la place de notre présidente Sylvie Vermeillet, nous avons travaillé ensemble, Madame la Secrétaire Générale, Monsieur le Ministre, pas encore. Vous savez que je suis très attachée en fait à ce bilan de l'application des lois. Au départ, quand j'ai eu cette compétence, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que je dois faire. Et en fait, c'est très intéressant. Effectivement, on attend des résultats, mais je vois que ça avance un petit peu. Maintenant, tu as les arrêter quand même, donc je n'avais pas à l'époque. Mais il y a encore beaucoup à faire. Je voulais, et ça, je vous l'avais déjà partagé, c'est qu'en fait, le citoyen, il pense que la loi, elle est votée quand on l'annonce à la sortie du Conseil des ministres. Donc, vous voyez le chemin et les frustrations, en fait, qu'il y a derrière. Parce que finalement, nous, c'est une chose, mais nous, on est là pour le citoyen français. Et donc, c'est pour ça qu'on doit absolument défendre et venir et obliger, en fait, cette application de la loi le plus rapidement possible. Alors, j'ai des questions concernant deux textes, en fait, qui relèvent donc de la compétence de la Commission des Affaires sociales. Alors, tout d'abord, la loi du 28 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins pour l'engagement territorial des professionnels. Alors, ce texte a été inscrit à l'ordre du jour du Sénat en première lecture à la fin du mois d'octobre. La Commission avait souligné une double erreur de calendrier à l'époque. Celui-ci contraignait le Sénat à examiner ce texte en parallèle des négociations conventionnelles entre les médecins et l'assurance maladie. Donc ça nous gênait énormément. Et surtout, en parallèle du projet de loi aussi de financement de la sécurité sociale. Voilà, donc on trouvait que ce n'était pas très cohérent en fait d'avoir ce texte. Le gouvernement avait toutefois mis en avant l'urgence attachée à l'examen du texte. Or, 1 an et demi plus tard, le texte demeure partiellement inappliqué. Deux mesures emblématiques peuvent être citées. La loi prévoyait d'une part d'imposer aux médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes de déclarer au moins 6 mois à l'avance une cessation définitive d'activité dans leur lieu d'exercice à l'Agence régionale de santé et à l'ordre, sauf dans certaines situations prévues par décret sur l'article 7. Aucun texte d'application n'a encore été pris. La loi visait d'autre part à étendre aux étudiants en maïeutique et en pharmacie le contrat d'engagement de service public, ça c'est l'article 20, permettant d'inciter les étudiants à exercer en zone sous-dense. Là encore, le décret nécessaire à l'application de ces dispositions n'a toujours pas été publié. Ces deux mesures nous avaient pourtant été présentées comme indispensables pour améliorer l'accès aux soins des Français et le suivi de l'offre disponible dans les territoires. Je pense que c'est un sujet. Enfin, je pense que tous mes collègues ici ont ce sujet dès qu'ils arrivent sur leur territoire. Donc, la question, c'est que pouvez-vous nous dire sur justement cette application qui est pour moi urgente. Par ailleurs, la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, dont j'étais rapporteur, Monsieur le ministre, vous conviendrez avec moi que cette loi présente une application laborieuse. Certes, sont parus les décrets d'application des mesures les plus identifiées, inscription des bénéficiaires du RSA sur les listes des demandeurs d'emploi, obligation des 15 heures d'activité hebdomadaire, mais tardivement, une publication au 30 décembre 2024 pour une mise en œuvre au 1er janvier.
le décret sur les sanctions applicables en cas de méconnaissance du contrat d'engagement n'a été pris qu'il y a 10 jours. Donc par rapport au texte de 2023, l'engagement pour décembre, finalement mis en janvier, et nous sommes, je crois, en juin. Voilà, alors j'attire désormais votre attention sur certains textes qui sont encore attendus et qu'il ne faut pas négliger. Je pense à l'application des mesures en faveur des personnes en situation de handicap, comme la création d'un sac à dos numérique personnel, c'est l'article 11, ou la fluidification des parcours administratifs grâce à la conclusion d'une convention entre la MDPH, France Travail et les Cap Emploi, l'article 14. Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer et surtout à annoncer aux Français? Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre. Alors, je vais essayer de vous répondre le plus précisément possible. Sur la première question sur l'obligation de préavis pour les professionnels cessant leur activité, il y avait deux dispositifs qui étaient envisagés. D'abord, une application informatique dédiée, mais néanmoins un travail qui devait être réalisé pour que cette obligation d'information, certains professionnels de santé libéraux puissent s'y soustraire sous conditions liées, par exemple, si c'est un arrêt lié à leur santé, à une activité auprès d'un proche, donc quand ils se mettent en situation d'aidant ou lors d'une grossesse. Donc à ce jour, le CNEN a rendu un avis favorable sur le projet de texte le 6 mars. Ce texte est désormais en cours d'instruction par la Commission nationale informatique et liberté. Et puis ensuite, il passera à la concertation avec les organisations syndicales représentatives et les ordres professionnels concernés, médecins, sages-femmes et chirurgiens dentistes. S'agissant du contrat d'engagement de service public qui rejoint assez largement les annonces qui ont été faites par le Premier ministre il y a quelques semaines, 3 textes ont été publiés en mars 2025 pour désigner l'Agence des services et de paiement comme autorité administrative en charge des CESP, avec un décret relatif à l'autorité administrative chargée de la gestion administrative, un décret relatif aux modalités de financement de l'autorité administrative désignée pour la gestion administrative et financière des contrats d'engagement de service public décidés par la loi, et un troisième arrêté relatif à l'autorité administrative chargée de la gestion des contrats d'engagement de service public en général. Là, on a ce stade d'application. Sur le sac à dos numérique, sur la convention à laquelle vous faisiez référence, pourquoi y a-t-il eu des retards? Les travaux de mise en œuvre de la mesure étaient conditionnés au résultat d'une mission IGAS qui avait été saisie le 17 mai 2024 par la ministre du Travail et dont les résultats étaient attendus pour la fin de l'année 2024. Cette mission IGAS n'a pas pu être lancée. Les travaux de mise en œuvre de cette mesure n'ont donc pas pu se tenir sur l'année 2025 comme vous l'attendiez, vous l'avez souligné. Et le cabinet du ministre chargé de l'autonomie et du handicap envisage la création d'un comité temporaire composé d'experts sur ce sujet. Alors, un certain nombre de missions ont été données, dont le sac à dos numérique. Et sur les conclusions de la mission, en fonction des scénarios présentés, des échéances et coûts prévisionnels devront être définis. Et une gouvernance associée à la mise en place de ce dispositif permettra d'aboutir à une solution et répondant aux besoins des personnes en situation de handicap devrait être mise en place. Un organisme gestionnaire se verra alors déléguer la mise en œuvre opérationnelle. Et sur la convention MDPH, France Travail et Cap Emploi, alors, sur l'ensemble du dispositif, je ne reviens pas sur ce que vous aviez évoqué. La mise en œuvre du dispositif fait l'objet d'une phase pilote afin de tester la situation réelle des conditions d'organisation de cette nouvelle mission confiée à France Travail et Keops, la tête de réseau des Cap Emploi. Il y a un développement progressif via des territoires pilotes et 5 premiers départements pilotes ont démarré depuis janvier 2025, l'Allier, la Haute-Savoie, la Charente-Maritime, la Somme et le Val d'Oise. De nouveaux départements démarreront entre juillet et septembre 2025. Il est prévu une évaluation itinérée pour permettre d'élaborer avant le deuxième semestre 2026 le décret d'application de la loi en s'appuyant sur les enseignements de ces territoires pilotes et permettre l'entrée en vigueur du dispositif au plus tard le 1er janvier 2027.
Je vous en prie. Juste, enfin, c'est pas lié directement à ces textes-là, même si le premier pose cette question. En fait, ça nous arrive aussi régulièrement de buter sur une contrainte informatique. C'est-à-dire qu'on a souvent des dispositions législatives qui nécessitent en fait des évolutions de nos SI. Et là, je reconnais volontiers qu'on prend toujours un certain nombre de mois parce que c'est compliqué en réalité de penser l'opérationnalisation des SI et qu'ensuite le travail devant la CNIL est à juste titre assez exigeant en termes d'aide, d'études d'impact, des évolutions. Donc, on devrait là aussi anticiper davantage, mais c'est vrai que dès qu'il y a des sujets de mise en œuvre informatique, en fait, notre problème, c'est moins de rédiger le texte d'application que de faire évoluer parallèlement les systèmes d'information pour que le jour où le décret d'application sort, le SI puisse ouvrir dans le même mouvement, ce qui souvent nous pose des difficultés. Avec mon micro, je passe la parole au président Jean-François Longeot, au nom de la Commission aménagement du territoire et développement durable. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire Générale du Gouvernement. Je vais orienter mon propos sur 4 textes. Tout d'abord, la loi du 10 juillet 23 visant à renforcer la prévention, la lutte et l'intensification et l'extension du risque incendie, sur laquelle mes collègues Pascal Martin et Jean Bachy avaient œuvré avec sérieux au sein de la commission spéciale chargée de ce texte. Il a fallu attendre près de 2 ans pour que les conditions d'octroi des aides soient définies. C'est bien trop lent et peu satisfaisant. Et le décalage entre les effets d'annonce et les dispositifs déployés interroge en effet sur la sincérité de la démarche gouvernementale en la matière. Sur le deuxième point, il s'agit de la loi favorisant le réemploi des véhicules au service des mobilités durables et solidaires sur le territoire, promulguée le 5 avril. Cette initiative sénatoriale visait à mettre à disposition des autorités organisatrices de la mobilité certains véhicules en bon état destinés à être détruits dans le cadre de la prime de conversion PAC. Et pour permettre à des publics précaires et des publics qui résident en zone rurale, effectivement, d'avoir un service de location solidaire. Malheureusement, 1 an après la promulgation de cette loi, elle est restée lettre morte. Le décret d'application prévu n'a en effet jamais été publié, et pour cause, la prime à la conversion sur laquelle repose le dispositif a été abrogée par décret en novembre 24. Sur le troisième point, j'en viens à la loi de 2023 relative aux services express régionaux métropolitains. Les 2 textes d'application attendus ont été publiés. Cependant, appliquer une loi, ce n'est pas seulement prendre des mesures réglementaires, c'est aussi mettre en œuvre les politiques publiques en accord avec les ambitions du législateur. Or, le gouvernement a certes identifié 26 projets de SERM, mais aucun d'entre eux n'a vu son statut formellement reconnu par un arrêté pour le moment. Sur le 4e point, c'est une note d'espoir et un motif de satisfaction qui concerne la loi de 2019 portant création de l'OFB et la publication en septembre dernier du décret relatif au fichier national du permis de chasser a fait passer le taux d'application de cette loi à 100%, même s'il aura fallu attendre plus de 5 ans pour atteindre ce taux, ce qui interroge sur la capacité à suivre la marche du train de sénateurs. Sur ces points, je terminerai en me félicitant qu'un travail de contrôle ait à ce point contribué à des évolutions réglementaires attendues par les acteurs. Cela démontre la pertinence de la méthode sénatoriale qui repose sur la consultation de l'ensemble des parties prenantes en se plaçant à la hauteur des territoires pour formuler des recommandations à la fois pratiques, pragmatiques et transformatrices, sans remettre en cause la nécessité d'une politique de l'environnement qui sanctionne les atteintes au milieu et les comportements de mauvaise foi, méconnaissant les normes environnementales. Je vous remercie. J'ai, je crois, tenu mes 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Merci. Oui, Monsieur le Président, croyez bien la sincérité de la démarche du gouvernement sur la lutte contre les incendies de forêt et le risque qu'en effet ils soient plus nombreux, puisque même si ça a été un sujet particulièrement lourd et technique impliquant plusieurs administrations, la stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies
a été signé par Bruno Retailleau et Agnès Pannier-Runacher à l'occasion d'un déplacement dans les Pyrénées-Orientales jeudi 5 juin 2025. Et sur ce sujet particulièrement complexe, ça nécessitait une intense concertation avant rédaction du décret, et c'est ce qui explique les retards. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord eu une mission exploratoire qui avait été confiée à la DRAF de la région PACA en liaison avec la Chambre d'agriculture du Var, puis un échange au niveau national avec les chambres d'agriculture qui a eu lieu au printemps 2024, et une réunion de concertation très large avec les professionnels en septembre 2024. Donc le MTES et le ministère de l'Agriculture ont finalement abouti sur une écriture du texte au mois de février de cette année, et une analyse juridique est en cours avec une transmission au Conseil d'État courant juillet pour une publication à l'automne. Donc là, on sera arrivé au terme du cycle. Et sur les primes à la conversion, alors en effet, la disposition a été supprimée. Pour autant, des dispositifs de soutien à l'acquisition de véhicules électriques ont été maintenus, comme le bonus pour l'acquisition de véhicules électriques ou le leasing de véhicules électriques. Cette dernière mesure est à destination des publics les plus fragiles, donc on est bien dans l'esprit de la loi, et il fera l'objet d'une nouvelle campagne à partir de septembre 2025. Bien noté sur le fichier national OFB et permis de chasser. Merci beaucoup. Et s'agissant des services express régionaux métropolitains, je vous reviendrai parce que là, je n'ai pas suffisamment d'éléments. Et pour avoir participé au vote de cette loi à l'époque, je n'ai pas le sentiment que beaucoup de décrets aient été pris sur le sujet. Donc je vous reviens dès que j'ai des informations. Merci. Bien, merci Monsieur le Ministre. Je passe maintenant la parole au président Laurent Lafont, au nom de la commission culture, éducation, sport. Ça suffira. Ça suffira. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire Générale. Sur la session 2023-2024, 6 lois relevant de notre commission ont été promulguées. 3 d'entre elles ne nécessitaient pas d'application réglementaire, donc pas de remarques à faire évidemment. En revanche, 3 lois nécessitaient les publications de mesures réglementaires pour être pleinement applicables. Sur ces 3 lois, seule une est applicable intégralement à ce jour, celle relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques. 2 autres lois adoptées en cours de la session se caractérisent en revanche par des taux d'application moins satisfaisants. Il en va ainsi de la loi visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative, les décrets d'application de l'article 8 relatifs aux prêts entre associations et de l'article 9 visant à sécuriser les opérations de flux de trésorerie entre associations membres d'un groupement prévu par la loi, ou entretenant des relations croisées fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique n'ont pas été pris. Il en va également ainsi de la loi visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport de juin 2023, l'unique décret attendu à l'article 2 relatif à l'interdiction d'exercice pour les dirigeants de clubs présentant un danger pour la santé des pratiquants employant une personne frappée d'une interdiction d'exercer ou refusant d'informer le préfet du comportement à risque d'un encadrant n'a à ce jour, sauf si vous nous apportez une bonne nouvelle, n'a à ce jour pas été pris. Un mot également, si vous me le permettez, sur des lois examinées par notre commission et promulguées avant le 1er octobre 2023, c'est-à-dire il y a quasiment, on va dire 2 ans et demi. 5 lois promulguées avant le 1er octobre 2023 ne sont toujours pas entièrement applicables. Il s'agit tout d'abord de la loi du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ces acteurs, des lois déposées par notre collègue Laure Darcos. Le décret prévu à l'article 5 sur les modalités d'application du dépôt légal des contenus numériques est en cours de préparation, nous dit-on. Évidemment, compte tenu de la date de publication de la loi, ça commence à être un peu long. Tel est également le cas de la loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. L'application de cette loi doit en effet faire l'objet d'une mesure réglementaire qui n'a toujours pas été prise. Il s'agit du décret en Conseil d'État prévu à l'article 3 qui fixe le seuil de durée cumulée ou de nombre de contenus au-dessus duquel la diffusion de l'image d'un enfant de moins de 16 ans sur un service de plateforme de partage de vidéos, lorsque l'enfant en est le sujet principal, est soumise à une déclaration préalable de l'autorité ou des représentants légaux. L'absence de publication de ce décret rend inopérant l'essentiel de la loi. Il en va de même pour la loi visant à instaurer une majorité numérique et lutter contre la haine en ligne, une loi de mai 2023, puisqu'à ce jour, le seul décret prévu par cette loi continue de faire l'objet de difficultés à la fois techniques et juridiques et prive ainsi en grande partie le texte de sa substance. Enfin, et je m'arrêterai là, l'applicabilité de la loi de programmation de la recherche
pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur demeure fixé à 95%. Il n'en demeure pas moins qu'il manque encore une publication, celle qui concerne les dernières mesures relatives à l'application spécifique des chaires de professeurs juniors au personnel enseignant et hospitalier et à la diversification du recrutement des étudiants par les établissements d'enseignement supérieur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Je vais laisser la secrétaire générale répondre, parce qu'elle a de bonnes nouvelles à vous annoncer. Donc, Oui, ça tombe bien, effectivement. Non, Je suis tout oui. Alors, ce n'est pas sur votre premier sujet, sur les prêts et opérations de trésorerie entre associations, même si sur ce sujet aussi, le Trésor a bien progressé. On a désormais engrangé les avis de la Fédération bancaire française en avril, de la CPR de même en avril, et l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière le 3 juin, et le Haut Conseil de la vie associative le 10 juin. Et donc, on est en passe de pouvoir transmettre désormais, on a engrangé toutes les consultations obligatoires, le décret au Conseil d'État dans les heures ou jours qui viennent. Non, en revanche, c'est sur le sujet de l'interdiction d'exploiter des établissements d'activité physique et sportive lorsque les personnes présentent des dangers pour les pratiquants. On a publié ce matin les 2 décrets d'application. Vous posiez d'ailleurs la question de savoir comment on pouvait avoir parlé d'interdiction alors même que le décret n'avait pas été pris. Mais en fait, c'était des interdictions qui étaient des peines complémentaires. Et donc, ce n'était pas le même dispositif. Là, on est en police administrative. On a donc pris les décrets ce matin. Je ne suis malheureusement pas en état de répondre à toutes vos questions sur les lois plus anciennes. Mais si vous me le permettez, on vous fera une réponse par écrit. Volontiers, notamment sur la loi d'Arcos, qui est une loi importante sur le livre, et puis sur les chaires de professeurs juniors, parce que ça correspond vraiment à une attente dans le milieu universitaire et de la recherche. Ouais, je vous ferai cette réponse sur la majorité numérique. En fait, on a les mêmes difficultés que celles que j'ai dit tout à l'heure sur e-commerce et le DSA. Je me suis douté que c'était les mêmes difficultés. Ouais. Merci. Eh bien, je vais passer maintenant la parole à Madame Catherine Dumas pour la Commission des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord excuser le président de la Commission, Cédric Perrin. Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire Générale du Gouvernement, mes chers collègues, notre Commission souhaite appeler votre attention sur 2 points. Tout d'abord, nous avons noté que les mesures d'application qui touchent au chapitre 5 relatif à la sécurité des systèmes d'information de la dernière loi de programmation militaire n'ont toujours pas été à ce jour prises. Pouvez-vous nous dire où en est ce dossier, le lien qui doit éventuellement être fait avec la loi sur la cyber-résilience en cours de discussion, qui transpose notamment la directive Nice 2. Et un second point qui nous préoccupe, qui est récurrent d'ailleurs pour notre commission. Après une très longue attente, le gouvernement aurait enfin constitué la commission d'évaluation de l'aide publique au développement qui est prévue par la dernière loi d'orientation. La commission ne s'est pas encore réunie, mais nous avons été informés que les membres de tous les collèges ont été identifiés. Donc nous souhaiterions savoir quand cette commission pourra se réunir effectivement. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Ministre. Bon, merci beaucoup. Madame la sénatrice, nous pouvons vous confirmer que tous les décrets relatifs au chapitre 5, relatifs à la sécurité système d'information de la LPM, ont bien été pris pour l'application. Donc là, on est vraiment sur... il y avait 41 mesures à prendre, et les 41 mesures ont été prises à ce jour. Sur la commission d'aide publique au développement, je vous reviens, on va se tourner vers le ministère des Affaires étrangères et puis on vous dit à quel moment la commission pourrait être convoquée. Très bien, merci Monsieur le Ministre. Merci. Eh bien, je passe la parole au président Jean-François Rapin, au nom de la Commission des Affaires européennes. Madame la vice-présidente, Monsieur le ministre, Madame la secrétaire générale, merci de cet échange et merci à la vice-présidente Vermeillet de ce que cet échange justement peut nous apporter. Vous le savez, la Commission des Affaires européennes, ce qui nous importe
en particulier, mais pas seulement, c'est le suivi des résolutions européennes du Sénat et de leur bonne prise en compte par le gouvernement. C'est l'essentiel dans le cadre des négociations du gouvernement dans les instances européennes. Mais aussi, c'est l'adaptation de la législation nationale aux textes européens qui sont adoptés définitivement. S'agissant du suivi des résolutions européennes, la Commission des affaires européennes a présenté au début du mois un bilan sur l'impact du Sénat sur l'élaboration des textes européens. Et ce rapport démontre la réelle influence du Sénat à Bruxelles, mais également notre nécessaire engagement pour consolider cette influence européenne. Et je pense que c'est un engagement qui doit être partagé entre le gouvernement et le Parlement. Sur la base des textes européens reçus, 11 résolutions européennes ont été adressées par le Sénat au gouvernement au titre de l'article 88.4 de la Constitution. Le bilan est positif puisque dans plus de la moitié des cas, ces positions exprimées par le Sénat ont été prises en compte en totalité ou en majorité. Nous sommes reconnaissants, bien sûr, au secrétariat général des affaires européennes avec qui nous échangeons très régulièrement, d'établir une fiche de suivi pour chaque résolution européenne du Sénat, ce qui nous est précieux pour dresser ce bilan. Après les félicitations, j'en viens à mes questions. Ce ne sont pas forcément des reproches, mais des questions. La première concerne les modalités de prise en compte par le gouvernement des résolutions que nous adoptons. Le SGAE transmet-il bien l'information nécessaire aux différents ministères sectoriels concernés pour permettre une bonne prise en compte des positions que nous adoptons, notamment au travers le Conseil des ministres européens. Nous voulons en effet sensibiliser le gouvernement à la nécessité de disposer des procédures internes appropriées pour que les positions du Parlement et singulièrement du Sénat soient bien prises en compte. Nous sommes, le cas échéant, à votre disposition, bien sûr, pour améliorer le circuit de diffusion de nos positions si cela vous paraît nécessaire. La deuxième question concerne l'adaptation de la législation nationale au texte européen adopté définitivement. La réforme du règlement du Sénat a renforcé le rôle de la Commission des affaires européennes, qui peut désormais être formellement consultée sur un projet ou une proposition de loi ayant pour objet de transposer un texte européen en droit national ou d'adapter le droit national au droit européen. C'est une mission dont nous entendons nous saisir pleinement. Et cet enjeu m'apparaît encore insuffisamment pris en compte, la transmission des documents d'analyse d'impact sur la législation nationale étant parfois trop tardive. Comment le gouvernement intègre-t-il cette nouvelle disposition du Sénat, en tout cas de son règlement intérieur ? Il me paraît nécessaire d'avoir davantage d'échanges entre le gouvernement et le Parlement dès les textes européens adoptés afin de préparer au mieux les adaptations nécessaires de la législation. Je veux vous faire part, bien sûr, de la disponibilité de notre commission. Et pour terminer, je voudrais savoir, et je pense que c'est peut-être la bouteille à l'encre, c'est vraiment la question importante qui vous concerne, vous et nous, c'est la question du CESEDA. Comment, finalement, apporter toutes les modifications au CESEDA telles qu'elles doivent être l'être au travers le pacte asile-immigration qui a été adopté à Bruxelles. Voilà les points essentiels que je souhaitais évoquer avec vous. Merci, Monsieur le Président Rapin. Alors, Madame la Secrétaire Générale, je vous en prie. Merci beaucoup. Donc effectivement, je vais me faire le porte-parole du SGAE, qui est votre interlocuteur habituel et qui, bien sûr, me fait vous dire qu'ils sont à votre disposition et que s'il y a des choses à améliorer, il ne faudra pas hésiter. Mais alors, d'abord, ils sont très rassurants sur le fait qu'ils se font des relais le plus efficace possible des résolutions dès qu'elles leur parviennent. Les bureaux métiers du SGAE qui sont en contact avec leurs interlocuteurs dans les ministères transmettent bien les résolutions. Et vérifie que chacun établisse les éléments nécessaires à la rédaction des fiches de suivi des résolutions qui vous sont retransmises. Si vous jugez, je sais que le SGAE est assez régulièrement auditionné, si vous jugez que ces fiches ne sont pas... Non, c'est pas ça. Peut-être, en fait, c'est la question au moment où finalement une résolution sort, qu'elle est défendue sectoriellement par un ministre ou par un autre. Ce qu'on veut savoir, c'est comment la position du gouvernement est évoquée par rapport à la résolution qu'on a prise. C'est ça le sujet. Savoir comment le gouvernement porte la voix du Sénat, s'il la porte bien et avec quelles ambitions.
C'est surtout ça le sujet. Sur les fiches de suivi, je disais qu'effectivement, on n'a pas trop de problèmes. Mais je pense que l'instant où le ministre, en séance par exemple, va porter, en Conseil des ministres européens par exemple, va porter une résolution, c'est important. D'autant plus quand quelquefois c'est le gouvernement qui nous sollicite en disant on a peut-être besoin d'un coup de main là-dessus. Je relayerai, mais enfin, les éléments sont assez... La dernière qu'on a vue, c'est... Le micro, Monsieur le ministre. Oui, la dernière, c'était une PPRE sur l'Ukraine. Elle avait en effet été relayée par le ministre des Affaires étrangères, par le ministre de la Défense. Oui, donc c'est assez... Il y a une vraie fluidité, mais peut-être qu'on pourrait proposer que les ministres en fait, fassent un état sur l'ensemble des PPRE qui ont été passés sur les 12 derniers mois, et de montrer en quoi elles ont infléchi la position gouvernementale. Et sur l'adaptation de notre législation nationale au texte européen, comme vous le savez, la circulaire du 22 mai 2024 qui a modernisé, rebattu un peu les cartes et, sur la mise en œuvre du droit de l'Union prévoit que l'équipe responsable de la négociation du ministère chef de file commence à élaborer le plan de mise en œuvre du texte dès qu'intervient un accord politique entre les institutions européennes. Et ce plan de mise en œuvre, qui se substitue aux fiches d'impact stratégique qui existaient auparavant, vise à anticiper les adaptations nécessaires dès ce stade. Et il est partagé avec les assemblées pour vous permettre de voir l'état d'avancement de nos réflexions. Cette circulaire du Premier ministre prévoit aussi l'institution d'un comité de liaison entre le gouvernement et le Parlement. Il y en a eu une illustration à l'occasion du récent DADU, mais on est tout à fait... La circulaire prévoit qu'il y a une formation possible à haut niveau. Si vous le souhaitez, on se proposait avec le SGE d'organiser une édition pour rendre plus étroite nos relations sur ce sujet. Sur le CESETA. Ouais. Non, bien sûr. Alors, ouais. Enfin, allez-y. Alors en fait, vous le savez très bien, ce pacte il est constitué de beaucoup de textes qui sont des règlements, et donc c'est de l'adaptation de notre droit plus que de la transposition. Concrètement, une application mécanique consisterait à faire tomber beaucoup de choses dans le CESEDA, ce qui n'est pas forcément facile à comprendre pour nos concitoyens. Et du coup, il y a une réflexion en cours qui associe le Conseil d'État et la DGEF est très... évidemment, c'est son gros sujet et sa priorité, travaille à différentes méthodes pour faire en sorte de, à la fois, évidemment, pouvoir mettre en œuvre ce paquet, tout en conservant un droit national lisible et suffisamment cohérent et qui ne soit pas en gruyère dès lors qu'il faudrait se reporter directement au règlement. Donc on travaille cette lisibilité de notre droit national tout en respectant évidemment nos obligations communautaires. Merci. Alors, je vais prendre maintenant les questions des groupes politiques. J'ai 5 inscrits. Je vais prendre les 5 questions et puis vous les notez bien et puis vous pourrez répondre à chacun. Je commence avec Madame Agnès Canaillet pour le groupe Les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Madame la secrétaire générale, moi je voudrais vous interroger sur un sujet particulier, celui de l'application de la loi du 25 juillet 2024 sur la lutte contre les ingérences étrangères, puisque pour ce texte, la note c'est 0. Aucun décret d'application n'a été pris sur aucune mesure, alors qu'on avait cherché à borner dans le temps et à fixer une deadline au 1er juillet 2025. Donc il reste 20 jours. 20 jours pour organiser le débat, enfin remettre le rapport et organiser le débat sur la menace, pour prendre les décrets d'application sur la création du registre des activités d'influence, pour permettre là aussi les décrets d'application sur l'extension des techniques de renseignement, notamment l'utilisation des algorithmes très attendus, et enfin les mesures aussi d'adaptation du code monétaire et financier sur le gel des avoirs des auteurs.
Je vous remercie. Merci. Madame Marie-Pierre de la Gontrie, au nom du groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Madame la Présidente. Alors, comme on ne peut poser que des questions, je vais transformer mon propos en question, Monsieur le Ministre et Madame la Secrétaire Générale du Gouvernement, parce que ce que j'entends depuis tout à l'heure est proprement effrayant, puisque nous assistons finalement à une façon de légiférer un peu Potemkine, puisque ce que nous votons avec beaucoup de conscience, et parfois nos débats dans l'hémicycle sont assez vigoureux, finalement est au mieux, j'ai regardé les pourcentages d'année en année, mis en œuvre une fois sur deux. Et comme l'a dit Pascal Gruny tout à l'heure, les Français croient que les lois sont en vigueur, alors soit au Conseil des ministres, pour peu qu'un ministre fasse un plateau de 20 heures, soit en tout cas lorsqu'on en parle au Parlement. Donc tout ça est effrayant, un peu désespérant, et donc je transforme mon propos en question. Monsieur le ministre, vous êtes chargé des relations avec le Parlement, vous n'êtes pas à hauteur de toutes les responsables de toutes les avanies de la Terre, mais tout de même, quelle est votre appréciation sur cette situation et comment imaginez-vous y remédier pour que les Français se retrouvent un peu plus dans une situation de confiance, n'exagérons rien, mais de limiter la défiance à l'égard du Parlement? Merci. Prenons maintenant la question de Monsieur Pierre-Jean Rochette, au nom du groupe Les Indépendants, République et Territoires. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre et mes chers collègues. Tout d'abord, remercier la Présidente pour ce rapport qui finalement permet de remettre le Sénat un peu dans sa genèse, c'est-à-dire son rôle de contrôle, qui est important à nos yeux. Alors vous avez répondu, Monsieur le Ministre, à beaucoup de questions déjà, qui nous intéressent au sein du groupe Les Indépendants. Bien entendu, l'application de la loi Darcos, ça a été évoqué, la loi sur la régulation de l'espace numérique, notamment sur les mesures visant à lutter contre la pédopornographie, qui sont à nos yeux un sujet qui mériterait d'être rapidement traité. Et puis, je ne reviendrai pas sur ce qui a été évoqué par mes collègues, que je rejoins pleinement. Il y a une parfaite méconnaissance du chemin législatif par le commun des mortels. Et puis, il y a aussi finalement un entraînement médiatique qui fait que, ça a été dit, hein, quand on débat d'un projet de loi, quand on explique et que ce que l'on veut faire, nos intentions, et que cela est repris dans l'espace médiatique, et pour le commun des mortels, c'est pratiquement signé, validé, appliqué. Et d'ailleurs, bien souvent, on se fait interpeller par nos concitoyens sur le terrain en nous disant « vous n'allez pas voter ça », alors qu'on est simplement sur des propositions de loi. Et bon, alors, effectivement, là, on a certainement un petit peu de communication à faire pour inculquer à tous nos concitoyens, finalement, comment fonctionnent les choses. Peut-être qu'on doit travailler différemment, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça crée un gros dilemme sur le terrain. Alors moi, je veux simplement vous demander, Monsieur le Ministre, je vais être très pragmatique. Cet après-midi, aux questions d'actualité du gouvernement, nous avons posé une question au nom du groupe Les Indépendants, qui pour le coup va sur une loi qui a été votée et qui est appliquée, mais qui n'est pas respectée sur le terrain. Pour le coup, comment faisons-nous quand les agences de l'eau, typiquement, ne respectent pas ce qui a été voté et appliqué? Voilà. Merci. Merci. Exactement. Maintenant, je donne la parole à Madame Sophie Briand-Guillemont pour le groupe Rassemblement démocrate social européen. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire Générale du Gouvernement, chers collègues. Il y a deux questions que je voudrais vous poser. La première, c'est un sujet de préoccupation important pour RDSE, au nom duquel je parle. C'est la particularité de la session qui s'achève, puisqu'on a eu quand même beaucoup plus de propositions de loi que de projets de loi. Et comme vous le savez, les propositions de loi se font sans étude d'impact et donc on travaille dans des conditions d'expertise assez dégradées, puisqu'évidemment on n'a pas les moyens qu'a le gouvernement pour ces projets de loi. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact futur sur votre travail à vous,
en termes de clarté, d'intelligibilité de la loi. Est-ce qu'il faut d'ores et déjà anticiper des problèmes légistiques et de mise en œuvre? Et le deuxième point, je reviens sur le propos liminaire de la présidente, sur le recours excessif à la procédure accélérée, puisque ça, c'est également une préoccupation qu'on a au sein du groupe RDSE, pour les mêmes raisons, la qualité du travail législatif. Et je ne crois pas, Monsieur le Ministre, vous avoir entendu répondre sur ce point. Merci. Merci. Et pour terminer, je donne la parole à Madame Anne Souiris pour le groupe Écologiste, Solidarité et Territoire. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire Générale. J'ai un certain nombre de questions, pardon d'être un peu précise sur les lois, parce que je sais que le temps est compté, mais sur la proposition de loi en faveur de la gestion durable et de la reconquête de la haie qui avait été présentée cette année par Monsieur Salmon, bien qu'elle n'ait pas été adoptée définitivement par le Parlement, le gouvernement s'était engagé au Sénat à publier un décret pour appliquer ce texte dès à présent. Qu'en est-il? La loi Labbé, vous en avez parlé tout à l'heure sur le réemploi solidaire. Alors, j'ai entendu que vous alliez avoir un rétablissement sous une certaine forme, plus pour les personnes précaires, de la question d'après ma conversion, mais néanmoins, quand est-ce qu'il va y avoir un décret d'application? Peut-être j'ai mal entendu, en tout cas, je n'ai pas entendu la question de la date du décret d'application de la loi. La loi Thierry visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées qui ont été votées en février 2025. On n'a pas vu aucune mesure réglementaire qui a été prise pour appliquer ce texte. On attend en particulier la définition des PFAS devant faire l'objet d'un contrôle dans les eaux destinées à la consommation humaine. Où est-ce que ça en est? La loi visant à faire évoluer la formation de sages-femmes que vous aviez un peu évoqué tout à l'heure, qui a été présentée à l'Assemblée nationale par le groupe Renaissance et rapportée par ma collègue Raymonde Poncet-Monge et inscrite dans notre niche au Sénat, adoptée en 2023. Sur les 4 mesures qui appelaient un décret d'application, seul un décret a été publié. Qu'en est-il des 3 autres? Pardon d'être un peu longue sur toutes ces questions, mais en fait c'est important. La loi climat et résilience. Nous attendons le décret relatif aux objets de surface de vente consacrés à la vente sans emballage primaire. Je vais passer les détails. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Quand est-ce que le gouvernement compte publier le prochain décret 3R? Et enfin, sur la loi des finances 2025, la question est quand le gouvernement compte-t-il mettre en place le fonds territorial climat? Sur la santé, sur l'accès, je n'ai pas tout à fait fini. Sur l'accès aux soins, je regrette que l'article 44 de la LFSS 2024, qui rend systématique le dépistage du cytomégalovirus chez la femme enceinte, n'ait pas encore fait l'objet d'un décret d'application. Est-ce qu'il va être publié? L'article 53 de la LFS 2024 qui ouvre la possibilité de délivrer en officine des médicaments à l'unité. Pareil. Est-ce que l'article 78 du LFSS 2024 qui a organisé la sortie de l'expérimentation du cannabis thérapeutique et crée un statut temporaire adapté pour cette thérapeutique au regard de son inadéquation à ce stade avec les standards permettant une entrée dans le droit commun, qu'en est-il? Pardon. On ne va pas vous voir. Je ne peux pas finir. C'est presque fini. Des questions. J'ai des questions, voilà. Je peux vous les envoyer par écrit pour que vous me précisiez la fin. Je suis désolée. Mais je pense qu'on va... Non, pas en question écrite. Il faut pouvoir... Oui, parce que ça n'en finit jamais. C'est pire que les lois, elles sont encore moins... Mais merci pour votre contribution. Cas, effectivement, il y a beaucoup de stock. Merci. Il y a beaucoup de Monsieur le ministre, Madame la Secrétaire Générale, pour vos réponses à chacune et chacun. Alors... D'abord sur la loi sur les ingérences étrangères. Aujourd'hui, en fait, il y avait 2 dispositions sur les obligations de transparence renforcées, le renforcement des moyens administratifs de prévention et de lutte. La décision qui a été prise, c'est de publier qu'un seul décret pour la mise en œuvre de 2 éléments, et le SGDSN a été chargé de préparer les textes réglementaires avec la HATVP, et à ce stade, le projet a fait l'objet d'un avis de la CNIL, 7 mai 2025, et d'un avis du Collège de la Haute Autorité du 3 juin 2025. Donc le texte sera soumis au Conseil d'État dans les prochains jours et publié dans la foulée de l'examen du Conseil. Et ensuite, voilà, il faudrait qu'il y ait une adoption par la HATVP de la ligne directrice sur les modalités. Mais en tout cas, les 2 décrets devraient
tenir dans le délai que vous aviez fixé. Et ensuite, il y avait des éléments sur les déclarations de dons également. Hein. Et les services ont concentré leurs efforts sur le texte d'application de l'article 2, qui posait des questions notamment sur le plan juridique, plus épineuses. Et donc, il y a un travail qui est fait sur la définition du périmètre de la notion d'établissement éducatif public à but non lucratif, ou la notion de partenaire étranger. Donc, le travail préparatoire va se poursuivre afin de s'assurer que le dispositif soit opérant et concerne les acteurs que le législateur a souhaité inclure dans celui-ci. Je vous donne la lecture de la note. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'arrivera peut-être pas à faire bien tourner. Voilà. Et donc peut-être que voilà, la proposition de la secrétaire générale tout à l'heure sur un certain nombre de choses qui sont un peu bloquées, soit doivent faire l'objet d'un addendum législatif ultérieur ou d'une suppression. Mais en tout cas, sur le corps du texte, on y est. Et alors ça, je ne sais pas du tout. Est-ce que... Mais est-ce qu'on n'est pas dans le domaine plutôt de la RNS, non? C'est dans le texte de loi. Il faut on va regarder parce que en fait, il va falloir qu'on soumette au Parlement la révision de la revue nationale stratégique. Donc voilà, je pense que donc, bon, on regarde et ça, on vous revient. Madame la sénatrice de la Gontrie. Dans les taux d'application des lois, moi je suis parfaitement conscient de ce que vous indiquez et le ministre des Relations avec le Parlement, dont c'est la responsabilité, peut évidemment pas être satisfait, je l'avais dit dans l'introduction de mon propos. Toutefois, sur la 14e législature, on était parvenu à un taux d'application des lois de 93%, la 15e 96%, la 16e 78%. Sur la législature en cours, on est à 70. Et donc, il y a une chute, je vais y revenir dans un instant. Pour autant, on ne peut pas complètement prétendre que nous légiférons tous à vide. Pour autant, il y a effectivement des marges de progression. Et comment on peut progresser ensemble pour ne pas aller vers les déceptions que chacune et chacun avait décrites autour de cette table. La première, c'est la méthode qu'on a décidé d'appliquer avec le secrétaire général du gouvernement, c'est-à-dire un suivi régulier, plus régulier, auprès des directeurs de cabinet, de chaque ministre, mettre à leur disposition, puisque on a 5 ou 6 ministères qui concentrent les principaux embouteillages, leur mettre à disposition des missions particulières ou faire appel à des personnels du Conseil d'État pour avancer. C'est un travail lourd, parfois ingrat, mais qui paye, puisque entre la dernière convocation du CIAL et aujourd'hui, on est parvenu à augmenter de 10 points. 10 points. Alors qu'il y a eu 25% de décrets nécessaires, supplémentaires par rapport à l'année dernière, on a augmenté en quelques semaines de 10 points le taux d'application des lois. Donc c'est possible. Donc non seulement, d'une façon générale, le taux d'application des lois, quand on est en période normale, qu'on est hors crise politique, qu'on est hors affaires courantes, qu'on est hors censure, atteint des taux qui excèdent 90%. Mais en plus, moi je pense qu'on peut retrouver ces taux, et effectivement, ça nécessitera simplement, pour sortir de la période, on a vécu 6 mois de crise politique l'année dernière, et pour sortir de ce moment, voilà, on a besoin tous les 2 mois, et je pense qu'il faut qu'on le fasse entre nous, d'avoir un travail méthodologique et persévérant. Mais ça, c'est le travail du gouvernement. Il y a un travail qu'on peut faire ensemble aussi, c'est dans la manière de rédiger la loi. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de lois qui renvoient au règlement. Il y a beaucoup de dispositions qui, quand elles sont discutées dans la chaleur de l'hémicycle,
finissent en demande de rapport plutôt qu'en disposition légistiquement robuste. Non, mais je parle la chaleur de l'hémicycle, j'ai dit en fait. Voilà. Et c'est le travail du ministre des Relations avec le Parlement, de temps en temps, d'aller au banc et effectivement d'essayer de limiter ce qui peut ensuite emboliser les ministères. Mais ça, c'est vraiment un travail d'exigence qu'on peut avoir les uns avec les autres. Je dois observer qu'il y a eu quand même une nette amélioration de ce point de vue-là, c'est-à-dire que la mauvaise habitude qui avait été prise depuis 2 ans commence à être un peu résorbée. Ça me permet de rejoindre la question de la sénatrice Briand-Guillemot sur l'impact entre les PPL et les PJL. C'est à la fois le fruit d'une situation politique et de la crise qui a été vécue l'année dernière. Si vous avez des majorités absolues au point d'être écrasantes, le gouvernement a tendance à procéder systématiquement par PJL en escomptant que on livre au Parlement un œuf d'or qui a vocation à sortir du Parlement aussi lisse qu'il y était rentré. Là, on est précisément dans une situation inverse, où le Parlement n'a jamais été aussi puissant et joue parfaitement son rôle. Alors effectivement, il faut regarder après très précisément ce qu'on met entre PPL et PJL. Je pense qu'il ne faut pas faire du semestre qui vient de s'écouler une généralité. C'est-à-dire que nous avons dû organiser un ordre du jour, c'est le ministre des Relations avec le Parlement qui vous parle, un ordre du jour sur ce semestre qui devait non seulement répondre aux priorités gouvernementales, vous les connaissez, ça a été d'abord les textes budgétaires, puis les textes agricoles, les textes relatifs aux collectivités locales, les textes régaliens, les textes sociétaux qui viendront bientôt après avoir été votés à l'Assemblée nationale, puis les textes relatifs à l'énergie, avec un certain nombre de dispositions un peu fil rouge, qui sont des dispositions liées à l'école, liées à la santé en particulier. Dans ce cadre-là, qui étaient les priorités gouvernementales, non seulement il a fallu présenter des textes, le gouvernement en a en réalité inscrit 7 à 8 qui correspondent à ces grandes priorités, et pour le reste, il a repris un certain nombre de textes qui avaient été présentés à l'examen du Parlement, commencés sur le deuxième semestre 2024 et jamais achevés. Ce qui donne effectivement ce sentiment un peu embrouillé des ordres du jour, aussi bien de l'Assemblée nationale que du Sénat. Sur les inscriptions auxquelles nous procédons désormais, nous veillons, à chaque fois que nous le pouvons, à nous appuyer sur des textes d'origine parlementaire, parce qu'il n'y a aucune raison que le gouvernement décide de gouvernementaliser des initiatives qui ont été prises et qui ont été bien conduites par le Parlement. Alors, en l'occurrence, le débat qui a eu lieu autour de la PPL Gremillet au Sénat permettait de gagner une navette, tant il est vrai qu'on avait besoin de prendre un décret PPE rapidement pour répondre à la fois à nos engagements européens et aux attentes de multiples professions en matière énergétique. Il y a en revanche un certain nombre d'autres dispositions que nous reprenons désormais en PJL. Vous avez fait passer le PJL sur l'accord national interprofessionnel sur l'emploi des seniors. Il y a évidemment le PJL Mayotte sur lequel vous avez examiné, et c'est l'Assemblée nationale qui le fera la semaine prochaine. Le PJL simplification est achevé cette semaine à l'Assemblée nationale aussi. Et on peut considérer qu'on va reprendre un rythme normal et une vie normale, avec un peu plus de PJL qu'il n'y en a eu lors de ce semestre, je dirais presque à la fois d'action mais aussi de rattrapage, puisque c'est le PJL résilience et cybersécurité qui pourra trouver sa place à partir de la session extraordinaire de septembre. Le rôle du gouvernement, dans ce cas-là, c'est de veiller à ce que, quand il doit y avoir une plus grande robustesse, effectivement, on privilégie le PJL, mais quand un travail important a été réalisé, et en faisant confiance au Parlement, on puisse le faire aussi avec les PPL. Donc je ne crois pas qu'il y aura un impact in fine sur le taux d'application des lois, parce qu'il y aurait eu une moins bonne qualité d'écriture de la loi. Quant au recours excessif à la procédure accélérée, je ne connais pas de ministre, mais je crois que je ne connais pas de parlementaire qui, établissant une loi, ne viennent pas me voir pour me la demander.
Et autant sur des textes sociétaux, sur les soins palliatifs ou sur l'aide à mourir, on peut parfaitement convenir ensemble et unanimement qu'il ne peut pas y avoir de procédure accélérée parce que c'est un travail de réflexion en profondeur sur lequel il faut laisser le temps du cheminement individuel, autant sur quasiment tous les autres textes, exactement pour les raisons que vous avez tous évoquées, que je soulignais également tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au moment où le texte est en Conseil des ministres, ou au moment où il est évoqué par un parlementaire, les Français attendent qu'il ait un effet immédiat dans leur quotidien. Et donc, c'est le rôle, évidemment, des décrets d'application quand le texte est voté. Mais c'est aussi notre rôle à tous de pouvoir le faire prospérer, si on peut le faire seulement en une lecture dans chacune des chambres. Et je crois qu'il faut qu'on s'y habitue. On travaille mal avec la procédure accélérée lorsqu'on a un empilement, lorsqu'on a un embouteillage. Mais en procédure accélérée, on peut travailler dans de bonnes conditions si on a un peu moins de textes de rattrapage à effectuer. Je crois vraiment, et j'espère que si l'Assemblée nationale prête vie au gouvernement, on pourra le vérifier, mais en tout cas, les gouvernements ultérieurs bénéficieront en tout cas qu'on ait effectué ce rattrapage, parfois au détriment de notre popularité vis-à-vis d'un certain nombre de parlementaires qui trouvaient que, effectivement, le travail était un peu trop chargé. Sur les observations de la sénatrice Souris, ce que je vous propose, mais on peut peut-être en faire une règle générale, c'est que vous nous fassiez passer l'ensemble des textes sur lesquels vous avez des questions, de telle sorte qu'on vous apporte par écrit des réponses très précises sur l'état des décrets. Et je crois, Madame la Présidente, qu'on pourrait procéder, si on convient de se voir plus régulièrement sur ce sujet, on pourrait procéder de la sorte. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'embolise et que 800 parlementaires envoient au ministère des Relations avec le Parlement des demandes individualisées. Mais si en revanche, vous pouvez en faire un recollement, moi je suis prêt à ce que tous les trimestres, on soit capable de dire là où on en est sur les taux spécifiques. De toute façon, on a des tableaux qui peuvent être mis à votre disposition. Au travers des commissions, au travers des groupes politiques, je pense qu'on peut avoir ce prisme-là. Très bien. Je peux juste... Oui. Pardon, merci, Madame la Présidente. Ce n'est pas du tout une question, mais je pense qu'il faudrait beaucoup communiquer sur la délégalisation, parce que c'est véritablement un sujet que j'ai d'ailleurs, il faut dire, assez récemment découvert avec le pouvoir de dérogation des préfets. C'est un très bel outil, comme je vois le secrétaire général du gouvernement. Et je pense que si même nous, élus, et communiqués, et nos collectivités, enfin moi je vais énormément relayer ça auprès de mes élus, parce que ça pourrait faire... pas rapidement, mais dans un temps moyen, vraiment faire que des normes réglementaires ne se retrouvent plus dans la loi. Et manifestement, vous avez une procédure qui va très vite, enfin très vite, rapide. C'était par rapport au temps législatif. Bien, on va conclure le débat. Je vous en prie, Madame la secrétaire générale. Non, on est très demandeurs nous-mêmes d'être alimentés en objet de délégalisation. Hein. Donc le principe, c'est de repérer dans la loi des dispositions qui, certes, sont dans la loi, mais sont de nature réglementaire. Et donc, ensuite, les ministères nous demandent de... Alors, il faut saisir le Conseil constitutionnel. C'est pour ça que c'est quand même pas presse-bouton. Un mois. Oui. Alors, on fait attention à ne pas lui charger la barque quand il est par ailleurs saisi de beaucoup de lois qui sortent juste du Parlement. Et simplement, il faut savoir qu'on ne peut le saisir que si on a déjà en tête le décret qui va modifier la disposition qu'on délégalise. Donc ça demande une petite gymnastique. Nous, on en fait beaucoup de publicité au sein des administrations pour augmenter l'occurrence des délégalisations. Je vous signale quand même, et pardon de cette petite impertinence, mais l'idéal, c'est que le législateur empiète le moins possible sur le champ réglementaire. Comme ça, on a moins besoin de délégaliser. Et par ailleurs, ça m'est arrivé
d'avoir comme retour de parlementaires une réaction sur le mode, mais finalement vous détricotez, vous repassez. Donc il y a un peu, enfin nous on fait un tout petit peu attention à, on en fait de la publicité au sein des administrations parce que ça nous semble un outil assez puissant pour pouvoir progresser sur des sujets qui sont de nature réglementaire. Mais c'est vrai que si vous en faites de la publicité, ça nous aide aussi, parce que nous, parfois, on est un tout petit peu mal à l'aise de dire, faisons redescendre dans la hiérarchie des normes pour retravailler la matière quand vous avez vous-même décidé de vous en saisir. Très bien, oui, Monsieur le ministre. Président, je suis désolé, j'ai oublié de répondre à Pierre-Jean Rochette. Oui. Sur le sujet pédopornographie, on lui fera passer effectivement, parce que le Premier ministre l'a évoqué tout à l'heure. Pardon. C'est les agences de l'eau. Voilà, c'est en cours de contrôle. Ouais. Voilà, donc, sur les agences de l'eau, je répète pour que ça puisse être noté au compte rendu que le ministre de l'Aménagement du Territoire a bien indiqué que les agences de l'eau sont des EPA et que les EPA ont vocation à appliquer la loi. Donc le gouvernement va y veiller, même si c'est un vrai choix politique de la part du Sénat et qui a été appuyé par le gouvernement d'octroyer à certaines collectivités le choix ou non, en tout cas la faculté ou non de transmettre leurs compétences eau et assainissement. Et que de ce point de vue-là, on sort un peu du champ de l'application des lois. Mais je pense que les dispositions qui sont actuellement en préparation sur le fait de donner le dernier mot d'arbitrage au préfet de département, au préfet de région, lorsqu'il y a de conflits de normes. Parce que plus on légifère et plus on peut créer des normes qui entrent en contradiction les unes avec les autres et qui sont appliquées par des administrations déconcentrées qui éventuellement peuvent être en désaccord, le fait de donner le dernier mot au préfet de département ou au préfet de région est de nature à régler un certain nombre de problèmes de cet ordre. Très bien. Bien, Monsieur le ministre, Madame la secrétaire générale du gouvernement, merci pour ce débat constructif. Merci aux présidents, présidentes, aux collègues qui se sont joints à nous. Merci aux services du Sénat qui m'ont beaucoup aidé dans la préparation de ce débat. Alors, on n'a absolument pas respecté le temps, mais alors on a eu une très bonne interaction, donc je suis ravie. Et puis, on a des belles pistes d'amélioration, donc j'en suis ravie. Merci à toutes et tous.